Et je poursuis la discussion avec Maxime Fizet, agent de prévention au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Maxime, qui est un ex-sympathisant des mouvements de l'extrême droite. Bonjour. Bonjour. Vous avez probablement entendu Gilles Parry nous dire qu'un des buts du KKK et de ces mouvements de l'alt-right, c'est d'unifier la droite. On a l'impression qu'ils sortent de l'ombre, qu'il y a vraiment une volonté d'être maintenant légitimé, d'être plus mainstream, diraient les Américains. Ben, je pense que c'est effectivement ce à quoi on assiste. Je veux dire, il faut pas se faire d'illusions. L'extrême droite, dans toutes ses déclinaisons, a toujours eu des prétentions au pouvoir, et le pouvoir absolu. C'est une droite qui est extrême. Mais aujourd'hui, peut-être plus que jamais, étant donné que ils ont l'impression qu'au plus haut échelon, il existe une sorte de légitimation de leur cause, il se trouve qu'ils sont beaucoup plus motivés et beaucoup plus actifs qu'auparavant. Ça nous permet de ramener la discussion chez nous, en quelque sorte, Maxime Fizet, puisqu'on apprend que l'extrême droite tente ici de se regrouper, même en parti politique. Ils auraient réservé le nom d'un parti, le Parti traditionnaliste ou le Mouvement traditionnaliste du Québec. Ça vous surprend là, qu'on tente de passer à cette phase de parti politique? Non. Ça avait déjà été essayé par Hugo Ménard avec le soi-disant Front national du Québec, le premier, parce qu'il y en a eu deux. Ça a été essayé avec l'autre monsieur, avec l'autre Front national du Québec. Puis à l'époque où moi j'étais dans l'extrême droite, on avait infiltré le Parti indépendantiste, d'ailleurs sous la bannière duquel s'était présenté Alexandre Cormier-Denis dernièrement à Montréal. On l'avait infiltré, on en avait pris le contrôle, on avait fait un véhicule pour articuler notre discours extrémiste. Étant donné qu'ils ont toujours eu un intérêt pour le pouvoir, il n'y a aucune raison pour qu'ils s'empêchent de rejoindre les groupes politiques. Donc, créer un parti pour eux, c'est une façon d'y parvenir. En général, c'est très, très peu efficace. Et j'ai pas beaucoup d'espoir que ce parti-là va fonctionner longtemps. Mais c'est quand même un symptôme de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'ils ont de moins en moins peur de s'afficher. Je vais vous faire entendre, Maxime, un extrait donc d'une vidéo que Vice News a tournée à Charlottesville et dans lequel on entend le leader du mouvement Radical Agenda, Christopher Cantwell. Who drove how long to get here? 12 hours from our car. We've been driving from north of the border, so... Oh, you came down from Kanadistan. If I was doing the Radical Agenda in Canada, I'd probably be arrested for it, right? Yeah, well, in Canada, hurting people's feelings is basically illegal. I mean, it's not really criminal, but... unless they're white males. La dernière voix qu'on entendait, donc, c'est quelqu'un qui n'est pas identifié et qui disait donc être venu du Canada. Christopher Cantwell dit, est-ce que je pourrais faire le Radical Agenda au Canada? Est-ce que je serais arrêté? Et bon, on lui répond, ce qui est illégal au Canada, c'est de faire bobo au sentiment des bien-pensants. En même temps, ce qui s'est passé à Charlottesville, d'une certaine façon, ça a beaucoup intéressé l'extrême droite d'ici. Pas seulement l'extrême droite. En fait, autant l'extrême droite que l'extrême gauche ont suivi avec énormément d'intérêt les événements de Charlottesville de ce week-end. Je vous dirais, des deux côtés, en fait, en ce moment, la tension est au plus vif que j'ai connu dans ma vie. Parce que d'un côté, l'extrême droite se sent motivée, se sent véhiculée par leur succès, parce que c'est un succès pour eux, Charlottesville. De l'autre côté, l'extrême gauche, principalement les antifascistes, évidemment, sont extrêmement en colère que l'une d'entre eux ait été tuée par un militant d'extrême droite dans ce qui a toutes les apparences d'un attentat terroriste. Et donc, la manifestation du dimanche prochain, la meute, risque d'être une sorte de test, en fait, pour voir si la situation va escalader ici également ou si on peut encore, heureusement, se fier un peu à la différence de contexte. Mais la meute se réclame d'une non-violence quand même. Oui, non, la meute a jamais affirmé qu'ils avaient l'intention d'utiliser la violence. Je suis absolument certain que leur intention, c'est que tout se passe le mieux possible le dimanche prochain. Néanmoins, ils peuvent pas être absolument certains que toutes les personnes dans leur entourage sont des personnes non violentes. D'ailleurs, je suis absolument persuadé que c'est pas le cas. Et il y a également d'autres groupes d'extrême droite qui vont probablement vouloir se greffer à la manifestation, comme en mars dernier à Talente Québec, qui avait essayé de charger le contingent antiraciste. Ils vont probablement essayer une autre cascade du genre dimanche
dimanche prochain avec toutes les conséquences que ça pourrait entraîner. Oui. Et il y a ce groupe, la Pegida Québec, inspiré du mouvement allemand, qui souhaite une grande coalition et ce sont vraiment leurs termes, là, de groupes identitaires québécois. Est-ce qu'il y a la masse critique? Là, autant tout à l'heure, on se posait la question pour un parti politique, là, pour ce regroupement, cette coalition, est-ce qu'il y a une masse critique? Non. Heureusement pour nous, les groupes extrémistes sont toujours incapable ou presque d'obtenir cette masse critique-là. C'est-à-dire que plus un groupe est extrémiste, plus il y a de la difficulté à faire des compromis et à obtenir un consensus en sa faveur. Et donc, ça fait qu'à un certain moment, il est difficile pour eux d'avoir une coalition solide. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se regrouper en fédération. D'ailleurs, c'est ce que j'avais essayé de faire à l'époque en fondant la Fédération des Québécois de souche. Mais c'est extrêmement difficile pour eux parce que, justement, il y a quand même beaucoup de divergences d'opinion dans leur rang. Cela étant dit, le fait que le momentum soit énormément en leur faveur pourrait les motiver à mettre collectivement de l'eau dans leur vin et à s'embarquer dans une aventure de coalition plus grande que ce qu'on a connu jusqu'à présent. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est sur le point de se faire, qui dit plus de personnes, dit plus d'événements, plus de problèmes et peut-être même plus de violence. Donc, ça reste à surveiller quand même. Il semblerait aussi qu'il y ait un club de combat qui ouvre le mois prochain à Québec. Pourquoi cette notion de club de combat et est-ce que ça doit nous inquiéter? Bon, déjà, c'est la 3e fois qu'un club de combat ultranationaliste, voire d'extrême droite, ouvre à Québec. La dernière fois, c'était sur la base militaire de Valcartier, où est-ce qu'un groupe fondé par un militaire, mais un groupe d'extrême droite, avait commencé à organiser des ateliers d'autodéfense. Dans l'extrême droite, il y a ce culte de la violence et de la virilité et de la force, et donc c'est tout à fait normal pour eux de s'entraîner au combat. En plus de ça, il y a quand même une sorte de fantasme de révolution. Hein. Ce sont des groupes extrémistes, ce sont des groupes révolutionnaires. Il y a un certain fantasme de révolution chez les groupes les plus extrémistes qui, généralement, ont besoin de se canaliser. Donc, les membres ont besoin de participer à une activité sur une base quotidienne. Donc, ce club-là pourrait, oui, servir à canaliser leurs besoins de militantisme, mais aussi pour recruter, et finalement, pour se doter de revenus substantiels qui leur permettraient d'organiser de meilleures activités. Et ce à quoi je trouve qu'un club d'autodéfense d'Atalante Québec à Québec, c'est extrêmement dangereux. C'est une pente glissante vraiment, vraiment, vraiment redoutable. Maxime Fizet, ex-sympathisant des mouvements d'extrême droite qui œuvre maintenant au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir. Vous écoutez L'heure du monde avec Jean-Sébastien Bernatchez. De ce côté-ci de la frontière, il est beaucoup question ces jours-ci au Québec de l'émancipation, de la montée de l'extrême droite, des groupes identitaires ou anti-immigration qui sortent de plus en plus de l'ombre et ne s'en tiennent plus au web. Aujourd'hui, la création d'un parti politique, le Mouvement traditionnaliste du Québec, qui veut participer aux prochaines élections québécoises, a beaucoup fait jaser. Son fondateur, Sébastien Poirier, indiquait sur Facebook qu'il est injustifié de l'associer d'emblée à l'extrême droite, qu'il faut dissocier les intérêts de son parti et les politiques des groupes de droite alternative dont il a déjà été membre. Cela dit, ce matin, en entrevue à l'émission Gravel le matin à Montréal, à l'antenne d'ici Radio-Canada Première, M. Poirier expliquait que le Québec avait besoin d'un système de défense contre l'arrivée massive de migrants d'un peu partout qui menacent la culture, menacent par le nombre, des gens qui ne veulent pas tous entrer ici pour s'intégrer. Il ne voyait pas pourquoi il fallait prendre en charge les migrants haïtiens, qu'Haïti se porte mieux maintenant. Il ajoutait ne faire aucune différence entre l'islam et l'islam radical et au passage, il a expliqué qu'il fallait viser l'équité sociale entre les sexes plutôt que l'égalité telle que celle qui est défendue par la gauche politique, précisait-il d'ailleurs sur Facebook. Alors voilà pour ses propos. Maintenant, ce qu'on entendait beaucoup aussi aujourd'hui, c'est que ce qu'il y avait de nouveau, de différent, c'est que ce type de discours que l'on retrouve habituellement à la marge se donnait cette fois une voix politique. Jean-François Nadeau est historien, chroniqueur au journal Le Devoir, à notre antenne également. Merci d'être là, Jean-François. De votre œil d'historien, est-ce vraiment nouveau que ce discours, peu importe comment on le nomme, soit repris par un parti politique au Québec qui entend bel et bien se présenter aux élections? Bon, déjà, se présenter aux élections, c'est quelque chose de particulier parce qu'on est dans un régime britannique qui favorise, le parlementarisme britannique favorise toujours 2 partis. Donc, on en a beaucoup des partis politiques au Québec. Je mets au défi beaucoup de gens de pouvoir en nommer plus que 2 ou 3, c'est-à-dire ceux dont on entend parler aux nouvelles. Bien sûr, à la faveur de crises internationales ou de situations internationales qui mettent en cause l'extrême droite,
aujourd'hui comme hier, il arrive, comme c'est le cas aujourd'hui, devant vous, puis on en a entendu parler toute la journée aussi ailleurs, que des groupes qui s'intéressent à ces questions-là, tout d'un coup jaillissent dans l'actualité, puis on a l'impression que ça devient quelque chose d'absolument extraordinaire. Oui, il y a eu des groupes de ce type-là, beaucoup plus importants dans l'histoire. Québec, là. Au Québec, bien sûr. On pense bien sûr à Adrien Arcan, qui est le chef du Parti national social-chrétien, qui est un ancien journaliste, qui va fédérer les troupes d'extrême droite dans les années 30, qui va être très connu aux États-Unis. On va l'entendre à New York prononcer des discours, mais il se promène dans les Maritimes. Il va être entendu à Toronto aussi. Et il le fait, lui, ça c'est une chose assez étonnante, il le fait au nom de l'Empire britannique à l'époque, parce qu'il y a plusieurs personnes dans l'Empire britannique, y compris du côté de la royauté à ce moment-là, qui sont absolument convaincus que les idées autoritaires d'un régime qui est contre le parlementarisme, qui est contre la démocratie, qui est pour une poigne de fer, littéralement, peut servir à regagner le pouvoir, le prestige perdu de la monarchie britannique qui est à son sommet avec la reine Victoria qui meurt en 1901. On est en déclin. C'est les États-Unis qui grimpent depuis 1917, depuis leur entrée dans la Première Guerre mondiale. Alors, on va trouver que là, à la faveur de la crise économique à partir de 1929, c'est une crise épouvantable. On n'a pas idée de ce que ça représente aujourd'hui. Là, quand on dit qu'il y a des problèmes de chômage, des problèmes avec... Ça n'a rien à voir avec l'époque. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de filet social. L'État n'intervient pas encore pour prémunir les plus démunis contre la volonté des plus forts à ce moment-là qui s'impose à eux dans un système qui est absolument désordonné. Quel succès réel Adrien Arcan va remporter? C'est pas un succès important en termes électoraux. Il n'aura jamais le temps de se présenter aux élections. Il va être arrêté, comme la plupart des leaders de ces groupes d'extrême droite-là, dans les pays britanniques, de la communauté britannique, en juin 1940. Ils vont tous être arrêtés en même temps. Mais il est là suffisamment longtemps pour montrer, au fond, quoi? Pour montrer que dans toutes les sociétés normales, il y a des groupes différents, qui pensent différemment aussi. Une société peut comporter des éléments d'extrême droite aussi. Il n'y a pas quelque chose d'une société qui penserait toute pareille où la pensée de droite ne serait pas présente. Donc, ça a toujours existé dans les sociétés à l'époque. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il y a de très particulier dans le discours d'Arcan? C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est l'immigration qui serait coupable de tous les maux. La crise économique, ce serait les immigrants. Le problème du chômage, ce serait les immigrants. Les problèmes qu'on a avec... Nommez-le, c'est toujours les immigrants qui servent de bouc émissaire absolument incroyable. Adrien Arcan, à qui vous avez consacré une biographie, Le Fureur canadien, dans une autre biographie consacrée à l'historien ultranationaliste Robert Rumilly, vous parlez à la fin du volume du Centre d'information national Robert Rumilly, qui va entrer sur la scène politique sous le nom de Parti démocratie chrétienne du Québec. Là, c'est de l'histoire beaucoup plus récente. Oui, on est au début des années 2000, donc il y a des partisans d'une église qui n'auraient pas connu le Vatican II, par exemple, la messe en latin, puis ce que ça pouvait représenter encore. Donc les disciples souvent de Monseigneur Lefebvre. On est dans la droite traditionnaliste. Dans la droite traditionnaliste, des gens qui sont très religieux, qui sont contre l'avortement habituellement, qui sont organisés aussi comme ça. Donc il y en a tout au long de l'histoire du Québec, comme des autres sociétés d'ailleurs, des petits groupes comme ceux-là, qui réfléchissent. Et il ne faut pas mépriser non plus la volonté de ces gens-là de réfléchir. Ils font un travail qui est là, auquel on peut s'opposer, bien sûr, mais c'est important de le documenter. Ça ne sort pas de nulle part. Est-ce qu'il y avait un élément identitaire dans ce cas-ci? Oui, absolument. Ils ont le sentiment très fort qu'il y a une société forte, culturelle, qui est là, qui est enracinée d'un type précis, comme s'il n'existait, au fond, qu'une souche commune à un monde commun. Encore là, avec quel degré de succès? J'ai pas besoin de vous dire, vous en avez jamais entendu parler. Fantomatique. Fantomatique. En terminant, je remonte à l'élection de 1948 au Québec. C'est la fameuse élection où l'Union nationale de Maurice Duplessis, qui est au pouvoir, a pour slogan « Duplessis donne à sa province ». Dans le journal La Patrie, 26 juillet 1948, Jean-François Nadeau, j'ai retrouvé cette publicité-ci qui se lit comme suit. « Non content de donner vos milliards aux étrangers, les libéraux font entrer au pays 180 000 immigrants. » On devine qu'on parlait des libéraux à Ottawa à l'époque, là. Donc 180 000 immigrants qui s'empareront bientôt de votre logement, votre commerce, votre industrie, votre situation, votre travail, votre capital, votre avenir, votre ferme, etc., etc., etc. Duplessis ne donne pas aux étrangers. Comme quoi, là, on avait un parti établi, au pouvoir même, qui pouvait épouser un discours anti-immigration. Tout
tout en faisant dans les faits des génuflexions devant le capital étranger à qui on a donné des mines, on a donné la forêt, on a donné l'ouverture à la grande industrie aussi avec des conditions absolument exceptionnelles. Donc, notamment, c'est mensonger, mais c'était faux à l'époque. Et on voit à quel point les problèmes sociaux sont habillés de causes de longue date qui relèvent de choses qui n'ont absolument rien à voir. L'immigration n'a absolument rien à voir avec ces problèmes-là à l'époque dont on parle. Et on monte en bateau, hein, c'est une crème chantilly, littéralement, qu'on fabrique, qui relève de la désinformation à cette époque-là, qui est utilisée même par Duplessis, qui va être assez prêt. Hein? Il y a beaucoup de gens autour d'Adrien Arcand qui vont être prêts. Adrien Arcand lui-même va se présenter 2 fois à des élections à cette époque-là. Il va finir 2e. Merci beaucoup, Jean-François Nadeau. Merci. Jean-François Nadeau est historien et chroniqueur au Journal Le Devoir.